Avez-vous déjà été victime d'une manipulation? Vous allez peut-être être tenté de répondre en chœur « non », et certains vont même l'affirmer haut et fort « moi je n'ai jamais été manipulé », parce que pour être manipulé, il faut être sacrément con ou naïf. On va donc voir dans cet épisode que ce genre de phrase peut être utile pour nous aider à bien dormir la nuit, mais qu'en réalité, nous sommes toutes et tous des victimes potentielles. Alors avant de commencer, on va d'abord définir le terme « victime ». Il y a beaucoup de définitions possibles, mais je retiens toujours celle que j'ai apprise lors de mon travail d'études en L3 de psychosocial et qui est aussi celle du dictionnaire Larousse. Est considérée comme victime toute personne qui a subi un préjudice physique, moral ou matériel. On ne naît donc pas victime. On le devient quand on se retrouve dans une situation dans laquelle un événement extérieur s'impose à nous. Et dans le cas des manipulations, on devient victime lorsque la personne manipulatrice nous prend pour cible et met en place des techniques pour obtenir de nous ce qu'elle veut, sans que nous ayons notre mot à dire. Les manipulations ont plusieurs visages. Elles se déploient dans nos relations, que ce soit dans un couple, au sein d'une amitié, d'une relation professionnelle ou encore en adhérant à un mouvement sectaire ou à une idéologie toxique. Mais si les situations changent, ce qui est stable, c'est le fait que derrière une manipulation, c'est toujours nos capacités à communiquer, à faire relation qui sont ciblées. Les manipulations fonctionnent parce que nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin des autres, de faire partie de groupes et d'être reconnus par nos pairs. Nous sommes donc toutes et tous soumis en quelque sorte au regard des autres et nous subissons des influences constantes. Bien sûr, nous aimons croire que nous sommes au-dessus de tout ça. L'idée très française, issue de la philosophie des Lumières, de croire à la puissance de la raison avec un grand R, nous pousse à croire que les émotions, les sentiments, et de façon plus générale le monde des affects, est quelque chose qui se domine et même qui se dompte. Pourtant, qu'on en soit content ou non, les études scientifiques en neurosciences montrent depuis des décennies que tout ça, c'est du flan. Pour résumer, nous sommes des êtres d'affect qui raisonnons après coup. Pour le dire autrement, nous éprouvons d'abord et nous réfléchissons après. D'ailleurs, si vous n'en êtes pas convaincu, le marketing, lui, l'a très bien compris, et ce depuis longtemps. Pour vendre, on ne vous demande pas de réfléchir rationnellement aux produits ou aux services qu'on veut vous refourguer. On vous vante une expérience ou le fait qu'utiliser une marque vous classe parmi un groupe social. C'est ce qu'ont toujours fait des marques comme Coca-Cola ou Apple, par exemple. Et c'est parce que nous sommes des êtres d'affect que nous pouvons communiquer, créer des relations, aimer, etc. Mais comme on le dit souvent sur ce podcast, la médaille a toujours deux faces. Ce qui nous sert est aussi malheureusement ce qui nous dessert. Les manipulations sont des types de communication. Et à ce titre, elles jouent sur les mêmes leviers de communication. Le problème, c'est que ce type de communication est biaisé dès le départ, et les relations qui s'ensuivent n'ont qu'un but, créer une victime. Alors pourquoi la victimologie est essentielle? Si nous comprenons que les situations de manipulation sont des communications, nous comprenons alors qu'un certain nombre de croyances sur les victimes doivent être mises au placard. Voyons deux éléments essentiels à comprendre si on veut comprendre réellement les victimes de manipulation. Le premier élément, c'est de comprendre qu'il n'existe pas de profil type des victimes. On entend souvent des phrases du genre « elle s'est fait avoir parce qu'elle est trop bête » ou « il s'est fait berner parce qu'il est trop naïf ».
Ramener le fait d'avoir été manipulé à un manque de capacité intellectuelle ou à un manque de bon sens est un raisonnement simpliste. Ce genre de raisonnement sert souvent plus celui ou celle qui le tient et qui se sent rassuré, mais il contribue surtout à masquer un fait qui est le deuxième élément essentiel. C'est le fait qu'on est toutes et tous des victimes potentielles. Dans mon livre qui sortira bientôt, j'ai cette phrase un peu sarcastique. Il nous est tous arrivé de nous faire avoir, et que ceux et celles qui se targuent de ne s'être jamais fait manipuler se rassurent, ce n'est qu'une question de temps. Bon, vous comprenez que je secoue un petit peu les personnes un peu trop sûres d'elles, qui blâment les victimes, car elles contribuent souvent, par ignorance d'ailleurs, aux problèmes auxquels les victimes doivent faire face. Comprendre le phénomène de manipulation implique nécessairement de comprendre ceux et celles qui en sont victimes. Ça n'implique pas de les moquer et encore moins de les blâmer. Il faut donc comprendre ce qu'est la victimologie dans le cadre des comportements manipulatoires et cela implique de lutter contre les stéréotypes qui entourent encore trop souvent ces victimes. La lutte contre ces stéréotypes est importante pour deux raisons. La première raison, c'est de permettre aux victimes de travailler à la restauration d'un certain nombre de notions. Après une expérience de manipulation, la victime est fragilisée. Elle a perdu souvent du temps, parfois de l'argent, mais surtout son estime d'elle-même et sa confiance en elle. Elle doute de sa capacité à communiquer, à établir de vraies relations, à se faire confiance et à faire confiance aux autres. Ça peut paraître trivial dit comme ça, mais il s'agit de vrais traumatismes qui auront des conséquences à long terme. Et ces traumatismes doivent pouvoir être pris en charge. Ils ne sont pas moins importants que d'autres types de traumatismes. Et les victimes ont tout aussi le droit de voir leur préjudice moral et physique pris en compte par les professionnels de santé et la justice. Et la deuxième raison est d'ailleurs liée à la justice. C'est d'améliorer l'accès des victimes au système judiciaire. Souvent, les victimes portent tellement le blâme de ce qui leur arrive qu'elles n'osent pas porter plainte de peur qu'on se moque d'elles. C'est un problème énorme, car sans dépôt de plainte, il ne peut pas y avoir d'action en justice et donc les responsables ne sont jamais punis. Cela a des conséquences sur les victimes elles-mêmes, car ce sont les droits les plus basiques qui sont bafoués, mais il y a aussi des conséquences sociales bien plus générales. Si à cause de nos regards biaisés et ringards, les victimes n'ont pas accès à la justice, ce sont les manipulations qui ne font que se répandre toujours un peu plus. C'est alors le sentiment d'impunité qui se renforce et les coupables n'ont plus qu'à continuer à trouver de nouvelles victimes. Si vous souhaitez continuer la discussion sur la question des victimes dans le processus manipulatoire, je vous retrouve tout de suite sur la newsletter du site coralineozenblas.com. C'est sur cette newsletter que je vous donne encore plus d'informations, de conseils lecture, et surtout c'est là que vous pouvez me poser vos questions et proposer vos idées d'épisodes. Et tant que vous êtes sur le site, n'oubliez pas de télécharger vos numéros du magazine gratuit La Petite Histoire pour en finir avec les manipulations. À tout de suite sur coralineozenblas.com. Dans le prochain épisode, on va parler d'analyse d'écriture et de documents. Ça sera l'occasion de revenir sur les conclusions d'analyse de documents que j'ai rendues l'année dernière sur la lettre du Titanic, cette fausse lettre prétendument écrite par une jeune fille avant le naufrage du célèbre paquebot. On va consacrer les épisodes du mois d'avril à ce sujet et on abordera la question des faux documents et surtout de comment je travaille pour les mettre en évidence. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.